Oui, bonjour et bienvenue à tout le monde à cette deuxième journée endométriose organisée par la filière endométriose Bourgogne-Franche-Comté, donc ENDO-BFC. Donc nous sommes heureux de vous accueillir de plus en plus nombreux d'année en année. Et donc ça démontre bien que l'intérêt que porte la région à cette thématique d'endométriose, le parcours des soins des patientes. Donc nous sommes heureux de vous accueillir. Donc sans plus tarder, on va démarrer notre longue journée. Donc là, sur la matinée, il y aura deux sessions. Une première session sur l'optimisation de la prise en charge de l'adénomiose et ensuite une session sur l'endométriose urinaire. Donc pour démarrer cette première session, je vais inviter le docteur Berdin, qui est gynécologue obstétricienne et responsable du service du centre d'AMP au CHU de Besançon, et le docteur El Amraoui, qui est le chef de service de la gynécologie obstétrique au centre hospitalier de Sens, de s'installer pour modérer cette session avec trois présentations, dont la première par le docteur Joyeux, qui est gynécologue obstétricienne à l'hôpital privé Ramsay à Dijon. Bonjour à tous. Nous allons débuter cette première session sur l'adénomiose avec un topo sur la physiopathologie de l'adénomiose, les traitements médicamenteux et chirurgicaux. Donc, tout d'abord, quelques chiffres. Ce sont des chiffres qui ont été pris sur le site de Santé publique France. Donc, entre 2011 et 2017, quand on reprend les endométrioses qui ont été hospitalisées en France, on voit que l'adénomiose va représenter 59% des patientes hospitalisées pour endométriose. Et qu'on va avoir un pic au niveau de la moyenne d'âge à 49%. Et donc, elles sont surtout comprises entre 45 et 50 ans. Donc la figure de droite vous montre justement la répartition de ces adénomioses sur les hospitalisations en France. Des études ont aussi également montré que l'adénomiose était fréquemment associée à une dépression. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la dysménorrhée primaire est un facteur de risque important d'adénomiose. On retrouve chez les patientes ayant une adénomiose environ 2/3 de ces patientes qui ont une dysménorrhée primaire. Donc maintenant, si on prend la symptomatologie, on voit qu'on va avoir en premier lieu les dysménorrhées, les douleurs pelviennes qui vont souvent s'apparenter à des douleurs type contraction utérine ou spasme utérin, des ménométrorragies, une infertilité. Souvent, l'asthénie est associée aux douleurs pelviennes chroniques et on a fréquemment aussi des patients associés avec une endométriose pelvienne. Ce qui est intéressant dans l'adénomiose, c'est que... vous m'entendez quand je me recule? Ça va? Ouais, d'accord. C'est bon? Okay. Ce qui est intéressant dans l'adénomiose, contrairement à l'endométriose, c'est qu'on va avoir une concordance entre la sévérité que l'on va retrouver sur nos imageries, donc les caractéristiques de sévérité, et la sévérité des douleurs. Ce qui, dans l'endométriose, pour le coup, est plutôt moins corrélé. Maintenant, si on regarde les types d'adénomiose, donc leurs caractéristiques, on va avoir plusieurs manières de les caractériser. On va avoir l'adénomiose interne versus l'adénomiose externe, sachant que l'adénomiose externe est plus fréquemment retrouvée chez les patientes plus jeunes, qu'elle est plus fréquemment associée à une endométriose pelvienne profonde et que les patientes sont souvent nullipares.
contrairement à l'adénomiose interne, où on aura des patientes qui ont plus souvent eu des grossesses, et un facteur de risque qui a été identifié, c'est également les gestes chirurgicaux, comme des curetages, ou même au-delà des gestes chirurgicaux, des fausses couches. Et ce qui est intéressant, c'est que les caractéristiques de l'adénomiose n'ont pas d'impact sur les douleurs. Donc, qu'elles soient externes, internes ou autres, les douleurs sont les mêmes chez les patientes. Une autre manière de la caractériser, c'est l'adénomiose diffuse versus focale. Donc, l'adénomiose diffuse, elle va être présente sur l'ensemble du myomètre, alors que sur l'adénomiose focale, on la retrouvera principalement plutôt sur un des murs, et ça peut être associé des fois à une forme d'adénomiome, donc quelque chose qui s'est vraiment individualisé au niveau du myomètre. Et donc les diagnostics vont se faire via l'échographie, ça peut être 2D et 3D, c'est fortement conseillé, et via l'IRM pelvienne. Donc ces dernières années, les caractéristiques sur l'adénomiose pour les imageries ont fortement été étudiées et évaluées. Et du coup, on a des imageries de plus en plus performantes pour le diagnostic de l'adénomiose. Donc je ne vais pas aller plus loin sur le diagnostic en imagerie de l'adénomiose pour le topo. Donc maintenant, si on va voir la physiopathologie de cette adénomiose, donc actuellement dans la littérature, on va avoir principalement 4 théories sur les mécanismes de l'adénomiose. En premier lieu, on va avoir ce qu'on appelle l'invasion de la base de l'endomètre dans le myomètre, les microtraumatismes de la zone jonctionnelle induits par des réparations tissulaires, des métaplasies de novo à partir de cellules souches, et une invasion de l'extérieur vers l'intérieur induite par la menstruation rétrograde. Donc on va voir un peu plus en détail. Donc l'hypothèse principale, elle vient d'études faites par l'équipe de Leyendecker. Elle prend en compte déjà ce qu'on appelle l'archimyométrium, ce qui est au niveau imagerie ce que l'on va voir à l'IRM, la zone de jonction. Et c'est la structure qu'on va retrouver entre l'endomètre et le myomètre. Cette structure, en fait, elle n'a pas la même origine embryologique et elle n'a pas la même architecture au niveau des fibres musculaires. Donc l'hypothèse est de dire qu'en présence d'étirements excessifs et répétés des myocytes et des fibroblastes, cette zone de jonction va être mise à mal, en fait, et que lors de ces traumatismes, il va se mettre en place un mécanisme de réparation tissulaire. Ce mécanisme de réparation tissulaire, il est commun à tous les autres sites du corps. Et du coup, il va faire intervenir les œstrogènes et le cytochrome P450. Et donc, en fait, ça va induire une production locale d'œstrogènes. Sachant que l'utérus est très sensible aux œstrogènes, le fait de cette production locale d'œstrogènes dans cette réparation va favoriser une réaction de l'utérus avec des contractions. Donc, c'est ce qu'ils vont appeler l'hyperpéristatisme. Et on va entrer dans un mécanisme qui, pour la plupart, peut être résolutif, mais chez certaines, va commencer à devenir de plus en plus problématique, avec des autotraumatismes de plus en plus forts, des contractions de plus en plus intenses, qui vont favoriser des emboles de cellules basales dans les couches myométriales. Et donc une inflammation de notre myomètre aussi. Médiée par les œstrogènes, donc ça va être une cascade inflammation hyperœstrogénie locale. Ce qui est intéressant également, c'est qu'ils ont essayé de voir le lien au niveau immunohistochimique entre les principales pathologies, donc endométriose pelvienne profonde, adénomiose et les cellules basales. Et ce qu'ils ont retrouvé, en fait, c'est que finalement, les caractéristiques étaient les mêmes dans ces deux pathologies. Donc en fait, ils ont pu en conclure que l'endométriose découle des cellules basales utérines, donc c'est une maladie de ce qu'ils ont appelé l'archimyométrium. Donc on va revenir maintenant sur le rôle des œstrogènes dans la physiopathologie. Donc déjà c'est important, on sait très bien que les œstrogènes vont avoir un impact sur les cellules de l'endomètre et sur notre cycle reproducteur. Ce qui est intéressant, c'est que chez nos patientes ayant une adénomiose, il a été retrouvé une hyperœstrogénie dans le myomètre. Par contre, quand on regarde au niveau du plasma de nos patientes, on n'a pas d'hyperœstrogénie au niveau sanguin. C'est qu'une hyperœstrogénie locale.
Il faut savoir que les œstrogènes vont avoir une interaction forte avec les cellules immunitaires et notamment ils vont favoriser au niveau des macrophages une inflammation chronique et la production de plus en plus importante d'œstrogènes. Donc après, la question sous-jacente et qui est posée dans toutes ces études, c'est de savoir est-ce qu'il y a une prédisposition génétique pour ces patientes? Est-ce que toutes les patientes peuvent développer cette cascade d'hyperœstrogénie locale? Probablement que non, et probablement qu'on a un terrain prédisposant qui va faire qu'on a une hyperœstrogénie définie en tant que femme, au niveau de nos cellules basales, de notre myomètre, qui va faire que si des cascades d'autotraumatisme commencent, on sera plus facilement sujette après à créer une adénomiose. Et donc, le fait de cette hyperœstrogénie locale va également favoriser la résistance à la progestérone chez ces patientes. Maintenant, si on prend des facteurs aggravants, donc je n'ai pas tout listé, j'en ai juste repris quelques-uns. Donc la grossesse, on sait que ça peut être un facteur aggravant, un facteur de risque de développer une adénomiose. L'hypothèse est de dire que l'infiltration trophoblastique lors de la nidation et de l'implantation embryonnaire peut être un traumatisme en soi et favoriser éventuellement des adénomioses focales. Ou alors même les accouchements répétés peuvent favoriser également peut-être une adénomiose plus diffuse. Ensuite, si on reprend l'épigénétique et les perturbateurs endocriniens notamment, des études sur les modèles animaux ont retrouvé avec le bisphénol A, la dioxine et l'éthylènestradiol, des expositions prolongées des rats allaient induire des adénomioses chez ces rats et qu'en plus on allait les retrouver sur les lignées de rats futurs. Donc c'était des perturbations épigénétiques qui allaient se transmettre aux générations jusqu'à 2 générations avec un risque d'adénomiose important. Au niveau génétique, on en a parlé, il y a probablement un terrain familial qui fait qu'on peut avoir une hyperœstrogénie, pas forcément au niveau systémique, mais plutôt au niveau de nos tissus génitaux. Iatrogène, donc ça a été démontré qu'il y aura plus d'adénomiose, donc comme je vous ai dit, interne, chez les patientes ayant des curetages utérins, des hystéroscopies ou des fausses couches. On peut également se poser la question du stérile au cuivre, qui est quand même un corps étranger dans l'utérus qui induit une inflammation et avec des contractions et éventuellement de temps en temps, il peut y avoir des microtraumas. La révision utérine également peut éventuellement être un microtrauma, on peut en lister plein. Le stress, ça a été démontré que, sur des modèles animaux toujours, que les rats qui étaient soumis à des stress allaient plus développer d'adénomiose dans des conditions où on favorisait l'adénomiose que des rats qui n'étaient pas soumis à des stress. Un rôle protecteur était la consommation de produits laitiers. Donc on sait que l'alimentation va également jouer un rôle, et ça sûrement via le microbiote, sur les risques ou pas de développer des pathologies, notamment l'adénomiose. Alors maintenant, là c'était une hypothèse de phénotype, c'était une proposition, même si c'est pas forcément, je pense que ça a dû déjà être listé comme ça. Donc moi j'avais un peu étiqueté 4 types d'adénomiose. Donc on avait l'adénomiose chez la femme très jeune, ce qui n'a pas d'endométriose. Donc ça on pourrait trouver que ce sont nos patientes qui ont des dysménorrhées primaires en fait, donc qui ont une hypercontractilité depuis le début de la période de reproduction. Et finalement, chez elles, on ne retrouve qu'une adénomiose diffuse, qui est souvent diffuse, avec juste une zone de jonction épaissie. Et souvent, le reste de l'examen complémentaire est normal. Ensuite, on va avoir les femmes jeunes qui ont une endométriose. Et là, on va être plus souvent face à des adénomioses externes, donc avec une infiltration de leurs lésions pelviennes qui vont infiltrer d'abord la séreuse puis le myomètre. Voilà. Ensuite, on aura les adénomioses des femmes entre 35 et 50 ans qui sont peu symptomatiques. Donc ça, c'est plutôt leur élément de vie qui ont favorisé une adénomiose, mais qui finalement n'est pas forcément très symptomatique.
Et après, le dernier, c'est nos adénomioses les plus sévères. C'est celles qui ont entre 35 et 55 ans, qui sont très symptomatiques, avec probablement des dysménorrhées primaires. Donc elles ont un passé d'hypercontractilité intense depuis très longtemps, avec aussi une imprégnation œstrogénique locale qui est importante depuis longtemps. Donc c'est elles qui, à mon avis, ont les adénomioses les plus sévères. Maintenant, si on regarde les mécanismes de la douleur, donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des très vieilles études qui ont évalué en fait la douleur dans les dysménorrhées intenses. Et ce qu'ils ont constaté, c'était que quand on comparait les patientes ayant des dysménorrhées sévères avec les patientes n'ayant pas de dysménorrhée, on retrouvait des profils de contraction qui étaient différents, avec, chez les patientes ayant des dysménorrhées sévères, un profil dyscontractile ou ce qu'a nommé Leyendecker un hyperpéristatisme. Et que ces contractions, en plus d'être plus intenses, qui tenaient plus dans le temps et qui n'étaient pas régulières, donc comme il décrivait comme une crise d'épilepsie, elles étaient aussi décrites comme une contracture. C'est-à-dire qu'on avait une pression utérine de base qui était plus importante chez ces patientes-là. Donc ça peut être assimilé aussi des fois à une symptomatologie où elles vont vous dire j'ai une pesanteur constante en bas du ventre, dans le vagin. Voilà. Donc, ça c'est plutôt la notion de contracture. Et donc pour bien être sûr que c'était la contraction qui leur faisait mal, ils ont induit des contractions chez ces patientes et la douleur était concomitante de l'acmé de la contraction. Dans l'endométriose, il était retrouvé les mêmes constats. Donc, quand il comparait des patientes avec endométriose versus pas d'endométriose, il retrouvait des profils contractiles plus importants chez les patientes avec endométriose. Après, il y a un biais, c'est que en fait, quand on regarde, comme avec la diapo que je viens de vous montrer avant, on sait que la dysménorrhée induit une hypercontractilité, et en fait, celle qui avait l'endométriose avait beaucoup plus de dysménorrhée que celle qui n'en avait pas. Donc, en fait, est-ce que c'est la dysménorrhée ou l'endométriose ? Bon. Et donc, ce qui est intéressant également, c'est que, en plus d'être dyscontractile, donc il n'a pas son rôle physiologique également au niveau. L'utérus, il a un rôle au niveau de la contraction tout le long du cycle reproducteur, qui peut être autant l'expulsion des règles que apporter le spermatozoïde jusqu'à la trompe où il y a eu l'ovulation. Et en fait, on a un dérèglement complet de ces utérus avec un reflux tubaire qui va être plus important chez celles qui ont une dyscontractilité. Et dans ces reflux tubaires, on retrouvait plus de cellules basales d'endomètre. Alors maintenant, j'ai mis la douleur neuropathique parce qu'en fait, j'ai retrouvé des études qui parlaient de douleurs neuropathiques en voulant parler des douleurs utérines des patientes. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Donc cette étude, en fait, elle avait repris au niveau des coupes anatomopathologiques les fibres. Elles avaient regardé l'innervation dans le myomètre des patientes avec, des patientes avec endométriose versus pas d'endométriose, et elles retrouvaient une hyperinnervation de l'endomètre. Et elle retrouvait également, au niveau des IRM, une hypertrophie de ce qu'on appelle le noyau raphe magnus, qui est près du tronc cérébral et qui est finalement un relais aux fibres nerveuses ascendantes et descendantes. Donc, une douleur neuropathique, quand j'ai repris la définition, ça résulte plutôt d'une lésion nerveuse au niveau du système nerveux périphérique ou du système nerveux central. On pourrait avoir une possible hyperactivité du système nerveux sympathique, comme dans le syndrome douloureux régional complexe, qui peut entraîner parfois une douleur entretenue à médiation sympathique. Mais dans les douleurs utérines, est-ce qu'on peut vraiment parler de douleur neuropathique à proprement parler ? Moi, j'en suis pas sûre. Je pense qu'on peut plutôt parler d'hypersensibilisation. Et donc, on revient à cette notion de syndrome douloureux utérin. Donc, l'hypersensibilisation, effectivement, on sait que dans ces utérus qui sont inflammés avec une hyperœstrogénie, on va sûrement avoir aussi la création de fibres nerveuses un peu aberrantes, donc une hyperinnervation. Et au niveau du système nerveux central, finalement, on sait que l'hypersensibilisation, c'est nos fibres nerveuses et notre système nerveux central qui est bombardé en permanence d'informations douloureuses, et donc du coup, qui peut induire effectivement une hypertrophie.
Donc, dans les douleurs d'adénomyose et d'endométriose, je pense qu'on peut plutôt parler d'hypersensibilisation. Enfin voilà, en tout cas, c'était ma remarque par rapport à ça. Après, on pourra échanger. Et donc, chez ces patientes qui présentent une hypersensibilité de l'utérus, il faut se méfier parce que généralement, si persiste cette hypersensibilité et qu'on ne gère pas leur douleur, elles peuvent rentrer dans une hypersensibilité généralisée avec d'autres zones douloureuses qui vont arriver, donc la vestibulodynie, le syndrome myofascial, les douleurs sur les psoas, les douleurs diaphragmatiques et gastriques, enfin voilà. En tout cas, ça peut se propager et là, c'est beaucoup plus compliqué de les traiter. Maintenant, si on prend les traitements, donc j'ai mis juste ce tableau pour les traitements habituels. Je voulais plutôt discuter des choses un peu innovantes. Donc déjà, dans un premier temps, on sait très bien que les anti-inflammatoires, en jouant sur les prostaglandines, ils vont permettre de diminuer l'hyperpéristaltisme utérin. Donc c'est un bon outil antalgique. Ensuite, si on prend les œstroprogestatifs, elles ont montré un bon effet sur les douleurs, mais elles ne montrent pas d'amélioration au niveau des saignements et de la diminution du volume utérin, versus la progestérone ou surtout les stérilés type lévonorgestrel. Et que surtout, on a des risques thromboemboliques qui sont plus importants avec cette molécule. Après, quand on prend les progestatifs, ils sont efficaces sur les douleurs, mais inefficaces pour un tiers des patientes environ. Et en plus, ils induisent comme effet secondaire des saignements. Donc ça induit quand même un certain inconfort pour les patientes, avec beaucoup qui vont abandonner le traitement suite aux effets secondaires. Donc actuellement, sachant que le stérilet finalement montre dans les études plus de résultats satisfaisants que les pilules. Donc actuellement, les progestatifs sont un peu la molécule acceptable pour ces patientes. Ensuite, alors l'UPA, c'est l'Elawan. Donc ça, je n'en parlerai pas parce qu'en fait, il a été montré dans les études que ça aggravait les signes d'adénomyose, donc il ne faut pas en prescrire. Ensuite, on a l'analogue de la GnRH. Donc ça améliore bien les douleurs, ça induit une aménorrhée, mais c'est un traitement qui a beaucoup d'effets secondaires et notamment la déminéralisation osseuse. Et donc du coup, ce n'est pas un traitement qu'on peut donner sur le long terme à nos patientes. Et donc du coup, d'autres traitements là dont on va discuter sont en cours d'évaluation, dont les antagonistes de la GnRH. Donc justement, j'ai voulu discuter un peu des antagonistes de la GnRH. Donc c'est un traitement qui peut être donné par voie orale, qui a une action plutôt rapide sur les symptômes, qui va être facilement réversible et qui a l'avantage de ne pas supprimer de manière complète la sécrétion de FSH-LH. Donc en fait, il y a beaucoup moins d'effets secondaires qu'avec l'agoniste de la GnRH. Et donc, dans une étude, il y a eu plusieurs études, ils ont montré que ça permettait de diminuer le volume utérin, que ça diminuait les dysménorrhées, les douleurs pelviennes et les dyspareunies, et que ça induisait une déminéralisation osseuse qui était plutôt acceptable. Voilà, donc là, je vous avais mis le schéma de l'étude en question, et on voit sur l'iconographie l'image avant-après, donc je crois que c'était 12 semaines, de l'effet de l'antagoniste GnRH sur un utérus qui était, je pense on peut dire, caractérisé d'adénomyose sévère. Ensuite, les agonistes de la dopamine. Tout ça, c'est des molécules qui sont en cours d'évaluation. Donc pourquoi les agonistes de la dopamine ? Parce qu'ils vont jouer sur la prolactine. Et la prolactine, en fait, elle est produite par l'hypophyse, mais également par d'autres tissus, notamment le myomètre, l'endomètre et les cellules inflammatoires, qu'on retrouve des récepteurs à la prolactine au niveau de l'endomètre et du myomètre, et que, en fait, la prolactine, il y a des taux élevés de prolactine, ça va favoriser les douleurs accrues en sensibilisant les nocicepteurs de l'isoforme courte PRLR. Et en fait, comment ils en sont venus à ça par hasard. En fait, quand ils ont fait des études sur les modèles animaux, ils ont étudié les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et ils se sont rendus compte que ça induisait des augmentations de la prolactine chez les rats et des adénomioses. Et en partant de ce constat, ils ont voulu tester du coup un traitement qui allait permettre de réguler cette prolactine.
Donc ils ont testé la bromocriptine vaginale qui a un effet antiprolifératif dans l'endomètre des femmes avec adénomiose. Et donc ils ont retrouvé une diminution des saignements chez ces patientes, une diminution de l'EVA qui était nette et une amélioration de la qualité de vie. À noter juste que la diminution des saignements il y avait une diminution mais qui était encore, on avait quand même des saignements qui étaient encore assez abondants. Et peu d'effets secondaires. Enfin, un dernier traitement que j'ai retrouvé qui est en cours d'évaluation, c'est la mifepristone. Donc, c'est un modulateur sélectif des récepteurs de la progestérone. Il va réguler négativement les expressions géniques dans les cellules épithéliales de l'endomètre. Et en fait, ils ont évalué de la mifepristone, un comprimé par jour pendant plusieurs semaines. Et ils ont retrouvé, là vous voyez, au niveau des EVA, une diminution nette de l'EVA versus placebo. Ils ont retrouvé une diminution du volume utérin et qui perdurait dans le temps, et des patientes aussi qui n'avaient plus de saignement. Donc un traitement plutôt prometteur et très peu d'effets secondaires. Quand on regarde l'étude, il ne listait pas d'effets secondaires graves ou sévères. Maintenant, on va parler un petit peu des traitements interventionnels. Ce qu'on a un peu comme panel de traitements disponibles. Donc, on a l'embolisation des artères utérines qui pourrait être utilisée chez certaines patientes. Donc, il s'agit de la même technique que pour les fibromes. Il faut savoir que cette procédure, elle est décrite plus douloureuse pour l'adénomiose que pour les fibromes et qu'elle nécessite souvent pour les patientes soit la mise en place d'une péridurale, soit le post-seringue de morphine en post-opératoire. Sur une évaluation de méta-analyse, il y avait une amélioration au niveau des symptômes chez 74% des patientes, sachant que souvent c'est associé à des fibromes. Les patientes qui avaient des fibromes associés avaient des meilleurs résultats au niveau de leurs symptômes. En revanche, on n'a pas d'évaluation sur la fertilité des patientes. A priori, ça n'induirait pas de ménopause plus précoce chez ces patientes, mais ça nécessite encore plusieurs études avant de valider ça chez les patientes qui ont un projet de fertilité. Et actuellement, ils sont en train d'évaluer donc, cette technique versus hystérectomie dans la satisfaction patiente. Quelques mots sur les techniques d'ablation thermique, puisque je sais que ça va être abordé plus tard. Juste cette méta-analyse qui a comparé les 3 techniques disponibles actuellement. Donc on a l'IFU, le PMWA et le RFA. Et du coup, ils ont comparé plutôt au niveau technique et au niveau ce qu'on pouvait attendre de la technique. Donc au niveau des techniques, on voit que l'IFU était quand même plus long que les autres techniques. On avait un taux de réduction de volume utérin qui était également un peu plus important pour le PMWA et le RFA, que ce soit au niveau du volume utérin global ou de l'adénomiose en elle-même. Des taux de soulagement qui étaient quand même assez élevés dans toutes les techniques. Et au niveau des événements indésirables, par contre, c'est vrai que l'IFU était quand même plus sécure que les autres. Après, la critique importante sur cette méta-analyse, c'est que quand on regardait chaque bras, entre guillemets, l'IFU avait 1000 patientes et les 2 autres techniques avaient 30 patientes. Donc, parce qu'on peut évaluer vraiment les 2 autres techniques. Donc, on a beaucoup de recul sur l'IFU et pas beaucoup sur les autres techniques. Alors, maintenant, si on passe à la chirurgie, donc la technique qu'on peut proposer assez facilement aux patientes, ça va être la thermocoagulation de l'endomètre. Donc, j'ai repris l'étude du docteur Philippe. Donc en fait, ils ont évalué sur leurs patientes l'efficacité d'une ovachure concernant les symptômes. Donc on avait en gros une réduction significative des saignements chez 40 patientes à 6 mois et chez 29 patientes à 3 ans. On avait 11 patientes qui ont présenté des récidives significatives à 6 mois et 3 ans. Et une amélioration des dysménorrhées chez 20 patientes à 6 mois et 17 ans. Et 3 ans. Et 17 patientes à 3 ans. Voilà. Et sachant que dans 43 patientes, il y avait 8 patientes qui ont dû quand même subir une hystérectomie au cours de l'étude. Bon, c'est une technique qui est ambulatoire, qui finalement est quand même peu invasive versus ce que je vais présenter après. Même si on a des résultats dans le temps qui ne satisfont pas toutes les patientes, ça peut quand même être une bonne technique pour les patientes, chez celles qui ne sont notamment pas prêtes encore à avoir une hystérectomie. Donc c'est quand même une bonne technique, je pense. Ensuite, si on prend les laparoscopies, donc je ne vais pas parler des hystérectomies. Enfin, évidemment, l'hystérectomie
et le traitement souvent vers lequel on va se tourner pour nos patientes. Je vais parler des autres techniques de chirurgie, mais voilà, l'hystérectomie est évidemment un des traitements. Donc là, en laparoscopie, qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre que l'hystérectomie ? Donc on peut proposer l'ablation notamment d'un adénomiome. Donc j'ai piqué ces images sur le YouTube du professeur Horace Roman qui est en libre accès, donc, où il a réalisé une adénomiomectomie. Donc on réalise la technique comme la myomectomie classique, donc on clampe les artères utérines et du coup on va inciser la séreuse en regard de l'adénomiome et faire une extraction, une dissection de l'adénomiome, puis une suture en plusieurs plans de notre myomètre. Donc au niveau des taux des résultats pour les grossesses, c'est ça qui peut être intéressant, donc, parce qu'on regarde les utérus chez les patients qui ont toujours un projet de grossesse globalement. Donc on a des taux de grossesse qui étaient plutôt bons, de 31,4%, avec effectivement plus de grossesse chez les patientes qui avaient moins de 40 ans. Et c'était quand même un gros groupe de patientes, 141 patientes. Et il n'y avait pas eu de rupture utérine, donc ça c'est quand même très important voilà, pour le pronostic des grossesses. Par contre, 2 placentas accrétées. Bon, là, c'était pour donner un peu des images, mais je pense qu'on ne fait pas actuellement, je ne sais pas qui est-ce qui fait de la laparotomie pour les adénomiomectomies. Mais bon, c'était pour faire une illustration. Donc là, on voit une technique chirurgicale, donc ça semble un peu, voilà, un peu invasif. Donc en fait, globalement, ils incisent le fond utérin, ils vont extraire, ils vont creuser au niveau de la cavité, autour de la cavité endométriale, ils vont sortir la cavité, enfin ce trognon à l'extérieur, et ensuite ils vont ouvrir la cavité endométriale, épeler tout autour de leur cavité endométriale. Une fois que c'est fait, ils vont fermer la cavité endométriale et remettre le tout dans le coquetier, en fait le fond de l'utérus qu'ils ont laissé en place et suturé. Voilà. Donc dans cette technique, il y avait quand même un certain pourcentage de rupture utérine. Voilà. Bon. J'en ai 2 autres à vous montrer, et puis après c'est bon. Une autre technique qui finalement, elle avait plutôt de bons résultats, parce que sur 62 patientes, il y en avait quand même 46 qui sont tombées enceintes. Bon, 32 qui ont accouché, donc c'est pas parfait non plus. Et il n'y avait pas de rupture utérine. Donc c'est quand même des techniques qui semblent assez fiables. Donc là, ils ouvrent en 2 l'utérus, ils ouvrent la cavité endométriale, et du coup, pareil, ils vont peler de chaque côté l'adénomiose. Une fois que c'est fini, ils ferment la cavité endométriale, et ensuite, ils vont refermer horizontalement un hémi-utérus, puis prendre l'autre hémi-utérus pour recouvrir cette suture, pour donner plus de solidité à leur myomètre. Et enfin, dernière technique, c'est un peu pareil. Donc là, après avoir suturé la cavité endométriale, ils ferment une première fois la séreuse, puis ils invaginent leur cicatrice et ils refont une suture sur la séreuse pour solidifier leur myomètre. Voilà. Donc pour les messages à donner par rapport à cette présentation, donc déjà on peut dire qu'actuellement on a quand même bien amélioré la compréhension de cette pathologie. On a quand même plusieurs pistes de traitement qui sont prometteurs, mais bon, actuellement on ne peut pas encore donner cela à nos patientes, donc on est toujours quand même limité à notre progestérone. Il y a d'autres thérapeutiques plus interventionnelles qui émergent, mais actuellement le problème, c'est surtout les patientes qui sont en désir de fertilité ou de grossesse, en fait, et l'accès de ces techniques qui reste encore quand même difficile d'accès. Et pour la chirurgie, du coup, on reste toujours sur nos bonnes techniques, donc le Novachur et l'hystérectomie, qui, mine de rien, je n'ai pas montré d'études effectivement sur l'hystérectomie, mais ça améliore quand même bien la qualité de vie des patientes quand on cible bien les patientes. C'est-à-dire quand les douleurs sont vraiment localisées sur l'utérus et qu'on n'a pas justement ces phénomènes d'hypersensibilisation. Dans ces cas-là, il faut bien informer les patientes que ça va enlever la douleur utérine, mais que derrière, les autres douleurs seront à traiter de manière différente, pour pas qu'il y ait qu'elles comprennent bien ce qu'elles peuvent attendre de notre chirurgie. Et ça, c'est le message par rapport à la physiopathologie. Donc, il faut encore qu'on s'améliore parce que je pense que la dysménorrhée primaire de l'adolescente est le lit de beaucoup de nos problèmes par la suite. Et ça, pour le coup, c'est le grand oublié actuellement.
Donc on n'arrive pas à traiter nos adolescentes. Enfin, en tout cas un nombre quand même, enfin moi je vois que celles qui n'arrivent pas à être traitées, donc j'ai un biais, mais du coup c'est vrai qu'on a quand même un manque pour ces patientes-là. Voilà. Merci Émilie. Je pense qu'on a fait le tour de l'adénomiose. On va peut-être passer aux questions, parce que comme on a des topos un petit peu différents les uns des autres, on va peut-être commencer déjà par les questions. S'il y en a dans le public, je ne sais pas s'il y a un micro. Bonjour, merci pour ce topo, c'était super. Je suis gynécologue à Metz et j'ai 2 questions. La première, c'est sur les adénomioses, dans le tableau avec les 4 types d'adénomioses chez les très jeunes femmes. Le premier... Oui, je vais le mettre. Là, ouais. C'est vrai que souvent quand on regarde les IRM avec la radiologue, elle nous dit ça c'est juste une contraction de l'utérus, c'est pas pathologique, alors que nous on se dit tiens là une adénomiose c'est flagrant, et la radiologue nous dit non mais c'est juste une contraction, voilà, ça n'a aucune notion de pathologie. Mais là du coup vous dites quand même que même chez les très jeunes femmes ça peut être déjà une adénomiose. Alors comment on fait du coup la différence entre juste une contraction liée à l'examen et voilà. Alors moi, je pense que celle chez qui on voit la contraction, il peut y avoir des douleurs sans adénomiose. C'est-à-dire qu'elles peuvent aussi avoir un phénomène d'hypercontractilité, mais peut-être qu'elles ne sont pas encore rentrées dans le phénomène de microtraumatisme et d'embole des cellules basales. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de douleur. Donc au contraire, je pense qu'on est assez tôt et que c'est celle-là qu'il faut traiter. Parce que si on les laisse rentrer dans des syndromes douloureux utérins, donc dans un phénomène de chronicisation, c'est là que potentiellement, elles sont à risque, je pense, de rentrer dans des utérus qui vont développer l'adénomiose. Donc voilà. Mais peut-être que quand on les regarde, c'est trop tôt. Mais pour moi, douleur n'est pas synonyme forcément adénomiose. Enfin, quand il y a de l'adénomiose, il y a sûrement des douleurs. Mais s'il n'y en a pas, je ne leur dis pas, il n'y a rien. Il y a des douleurs, il faut traiter la contraction pareil. En fait, c'est à peu près le même traitement à ces moments-là. Oui, c'est sûr. Mais là, à ce moment-là, on ne peut pas leur dire il y a de l'adénomiose, mais il faut leur dire effectivement, il y a un phénomène d'hypercontraction qui entraîne des douleurs. Après, souvent, elles sont pas forcément, on en discutait hier soir, elles ne sont pas forcément dans l'attente de la lésion. En fait, l'attente de la lésion, c'est plutôt le professionnel. Bon. En fait, en gros, on est quand même dans la médecine lésionnelle. C'est-à-dire qu'il faut que le professionnel il soit convaincu de ce qu'il dit à la patiente. C'est-à-dire que si pour lui, s'il n'y a pas de lésion, il se dit, en fait, elle a pas mal, ou c'est dans sa tête, ça ne passera pas. Et elle va vouloir avoir une lésion. Si vous lui expliquez clairement, il y a un phénomène douloureux qui est dû à l'hypercontraction, sans parler de l'adénomiose, elle ne sera pas à la recherche forcément de l'adénomiose. Et elles seront peut-être moins à dire oui, mais si... elles ne seront pas à chercher forcément l'adénomiose. Je pense qu'il y a un souci aussi de bien expliquer, nous, en tant que professionnels, à la patiente, que la douleur est réelle, qu'elle est due à ce mécanisme-là, et que du coup, c'est ce mécanisme qui engendre la douleur. Voilà. Okay. Et du coup, deuxième question dans la suite, dans le cadre des traitements, vous avez bien expliqué la physiopathologie et l'inflammation de cette maladie. Et du coup, est-ce que dans les traitements qui ont été essayés, il y a les bêta-2 mimétiques et il y a les corticoïdes ? Est-ce que ça, pour le coup, c'est des médicaments qu'on connaît, qui fonctionnent pour d'autres pathologies ? Et du coup, est-ce que ça a déjà été étudié, testé dans le cadre de l'adénomiose ? Alors, j'ai peut-être pas tout mis, effectivement. Alors, les bêta-2 mimétiques, je sais qu'effectivement, il y a quelques études, on en avait parlé aux journées douleurs. Du coup, c'est plutôt des traitements qui vont fonctionner, mais pour l'instant, on n'a pas de preuve que ça fonctionne. Des fois, ça fonctionne sur certaines patientes, mais pas de manière... on ne sait pas pourquoi ça fonctionne sur certaines et pas d'autres. Donc ça, j'aurais pas... Et les corticoïdes, je sais pas, pour le coup. Mais bon, on peut tenter, hein, c'est toujours... moi, je leur ai déjà dit des fois, vous prenez de la ventoline avant le rapport. C'était ce qui avait été préconisé par une algologue lors de la dernière journée. Donc, chez les patientes qui ont des douleurs post-coïtales qui perdurent après le rapport, surtout, ça ne va pas forcément agir sur la douleur pendant le rapport, mais ça peut agir sur la temporalité de la douleur, donc dans le post-coïtal. Donc, éventuellement, 2
2 bouffées de ventoline avant. Et moi, celle qui était vraiment en crise, où j'étais vraiment, j'avais plus rien à proposer. Enfin, voilà, je leur ai proposé la ventoline 2 bouffées si jamais il y avait une crise. Des fois, ça marchait, des fois non. C'est pas. Voilà. Mais juste un petit commentaire par rapport à ça. C'est vrai qu'on ne doit pas s'orienter systématiquement sur l'imagerie IRM pour toutes nos jeunes femmes qui ont de l'endométriose. C'est à nous, en tant que gynécologue ou sage-femme, d'appréhender la douleur de la jeune fille. Et l'idée là, même s'il y a plein d'images d'IRM, c'est pas de systématiser l'IRM. Oui, donc là on se réunit justement pour passer un des messages, pas d'IRM systématique pour... Oui, il y avait une autre question. Et justement, vous parliez de traitement. Alors, on voit tous les traitements quand c'est très avancé, mais le traitement de base, en fait, quand elles sont très jeunes et qu'on ne sait pas quoi leur donner ou comment les soulager. Il y en a pas. Ça sera les traitements hormonaux habituels, globalement. Mais pour soulager une douleur d'une jeune fille qui a vraiment très mal au ventre. Alors, le traitement hormonal n'est pas un antalgique. Donc, il va aider à calmer en fait les ressauts en fait d'inflammation et donc diminuer l'hypercontraction qui va être induite par cette inflammation secondaire au cycle. Mais il n'aura pas forcément un effet antalgique. Donc effectivement, là où il faut jouer, en fait, il faut prendre la pilule qu'elle va le mieux tolérer. Parce que c'est quand même ça le plus important. Parce qu'après, globalement, le but, c'est que ça bloque le cycle. Voilà. Mais c'est celle qu'elle va le mieux tolérer. Et après, il faudra mettre en place une batterie plutôt d'antalgique, en fait. C'est plutôt ça qui va être important. Et il ne faut pas hésiter à vite switcher sur les électrothérapies ou d'autres choses, surtout chez les adolescentes. Après, je pense que si vraiment les traitements initiaux ne marchent pas, il faut vite aller vers des choses plus parcours de soins. Voilà. Et donc, éventuellement, l'alimentation chez les ados, moi j'ai des retours où ça ne va pas tout changer, mais c'est ce que je leur explique, c'est ça, plus ça qui fera que vous irez mieux. Et je pense vraiment que chez celles qui vont avoir des échecs au niveau pharmaco, si on a mis quand même les choses en place et que ça fait plusieurs pilules qu'elles ne tolèrent pas, il faut mettre en place d'autres choses. La pilule, ça révolutionnera plus les choses là. Donc il faut mettre en place un parcours de soins, donc de la diète, de la kiné parce que c'est des patientes qui bougent plus, qui sont en hypercontraction, et donc du coup il y a tout ça à remettre en place. Et ça sera ça qui feront qu'elles iront mieux. Mais il n'y aura pas de bouton on/off. Ça malheureusement, c'est ça qu'il faut qu'elles entendent aussi. Voilà. Merci. J'avais une question, Émilie. Justement, la toxine botulique, t'en as fait dans les patientes qui ont que de l'adénomiose? Est-ce qu'il y a un intérêt, étant donné que de toute façon, tu ne vas pas enlever les lésions d'adénomiose, mais pour bloquer un temps les douleurs liées à l'adénomiose? Alors, il faut savoir que l'adénomiose, elle peut régresser. Donc, dans l'idée de se dire que la toxine dans l'utérus, son rôle, c'est d'arrêter la contraction, arrêter le phénomène d'hyperpéristatisme, effectivement, hypothétiquement, j'ai pas d'études, ça pourrait être intéressant. Moi, celles que j'injecte, souvent, c'est celles qui n'ont pas d'endométriose, en fait. Donc, globalement, elles ont soit de l'adénomiose, soit pas. Donc, oui, je le fais. Après, dans les adénomioses sévères, là où je le fais moins, finalement, c'est chez les patientes qui ont les adénomioses du 4e type que j'ai décrit. Parce qu'en fait, souvent, il y a un problème de saignement associé, ce qu'on ne retrouve pas forcément chez les jeunes, en fait. Souvent, les jeunes, elles ont un problème de douleur et moins de saignement, d'ailleurs. Et en fait, le problème, c'est que la toxine ne va pas améliorer les saignements. Donc, quand on est dans cette problématique-là, en fait, je ne propose pas la toxine parce que je me dis que derrière, de toute façon, elles sont autant embêtées par des hémorragies qui vraiment leur bouffent la vie que les douleurs. Donc, je n'irai pas forcément vers la toxine chez ces patientes-là, mais donc ce serait plutôt les patientes plus jeunes chez qui on devrait en faire. Mais bon, actuellement, on n'a pas assez d'études, donc c'est un peu compliqué de le proposer à tout le monde. Voilà. Et est-ce que tu sais si les patientes qui ont eu des échures ont plus d'adénomiose que les autres? Oui. Est-ce que c'est un facteur de risque d'adénomiose? Moi, je pense qu'effectivement, ça pourrait être un facteur de risque. Intellectuellement, ça semble logique. Parce qu'un corps étranger qui a quand même une part d'implantation aussi dans la cavité utérine, va induire une inflammation. Si on le pose chez une patiente qui avait déjà une hypersensibilité de l'utérus, qui avait déjà tendance à avoir des douleurs utérines, parce que même, des fois elles ont quand même des douleurs et puis elles veulent quand même une ligature plus d'hormones, en fait c'est sûr que
si elle est susceptible de développer une hypersensibilité avec un corps étranger, elle est plus à risque de rentrer dans un syndrome douloureux par la suite. Donc pour moi, oui, mais c'est pas c'est juste intellectuellement le dispositif, n'importe quel dispositif dans un utérus en fait peut induire pour moi de l'adénomiose. Mais c'est mon avis, j'ai pas d'études quoi, c'est plutôt voilà. Mais n'importe quel dispositif, pas forcément l'échu en lui-même. C'est ça qu'il faut entendre. Voilà. Eh ben merci, Émilie. Il y avait une question là-bas, mais je ne sais pas si on a le temps. Je n'ai pas vu. Là-bas. Oui. Les saignements, oui. Ouais. Là, en consultation, je pense que je réponds plus vite que ça, mais là, électrothérapie. Après, les saignements, malheureusement, souvent, elles doivent vivre avec, quoi. J'ai pas de solution miracle. Alors, des fois, j'en ai qui m'ont rapporté, c'est pas du tout scientifique, hein, mais tout ce qui marche, on est preneurs, hein, que la phytothérapie pouvait avoir des bons effets sur le flux. Bon, j'en ai une ou deux où ça les a vraiment améliorés. Après, quand j'essaie de le reproduire sur d'autres, des fois ça ne marche pas. Donc ça, je peux pas du tout le conseiller, mais bon, globalement, on peut quand même en parler. Enfin, y a pas de... mais non, j'ai pas grand-chose malheureusement anti-inflammatoire. Après, pour la douleur, on a d'autres choses. Elles peuvent prendre Acupan, paracétamol, elles peuvent prendre électrothérapie, il y a d'autres choses. Mais pour les saignements en eux-mêmes, non, j'ai pas de solution miracle. Après, c'est vraiment chez les patientes qui ont un désir de grossesse, c'est effectivement d'essayer de traiter au mieux avec les antalgiques simples, avec toutes les méthodes non médicamenteuses, les TENS, la kiné, etc. Et puis c'est d'essayer qu'elles tombent enceintes le plus rapidement possible. Donc en fait, c'est de les voir assez vite en consultation d'infertilité et de leur proposer un traitement assez rapidement, même si on va voir que ce n'est pas si facile, puisque Florence va venir nous présenter justement. Quelle belle transition. La problématique de l'infertilité dans l'adénomiose, ce qui est extrêmement compliqué, je pense qu'elle va vous dire, vu la biblio qu'elle a faite, puisque l'adénomiose étant très souvent associée à l'endométriose, c'est vrai que c'est difficile de faire la part des choses chez ces femmes jeunes et infertiles. Donc Florence Scheffler est praticien hospitalier dans le centre d'AMP du CHU de Besançon, et nous avons eu le plaisir de l'accueillir depuis 1 an tout juste. Elle fête son anniversaire cette semaine. Bonjour, donc merci de m'avoir proposé ce topo. Alors merci, je ne sais pas, parce qu'effectivement c'était pas du tout facile à préparer, donc sur adénomiose et infertilité. Alors, au niveau de l'épidémiologie, c'est hyper difficile d'avoir des études vraiment sur adénomiose et infertilité. On estimerait que c'est entre 30 et 40% de patientes infertiles qui ont de l'adénomiose, mais avec une association très importante avec l'endométriose. Et ça va être le problème en fait de toutes les publications, c'est qu'on n'a pas toujours de séparation, d'études sur l'adénomiose seule. Et du coup, en infertilité, on est forcément embêté quand les deux se mélangent. Alors, comment ça va agir l'adénomiose sur l'infertilité ? Donc, pour avoir un enfant, vous savez, il faut que les spermatozoïdes remontent dans la trompe pour aller capter l'ovule, et l'embryon ensuite va venir s'implanter. Et pour s'implanter, en fait, il y a plein de mécanismes qui vont se passer entre l'embryon et l'endomètre, avec à la fois les microvillosités, les pinopodes au niveau de l'endomètre, des mécanismes avec les œstrogènes, la progestérone, toutes les cellules immunitaires. Donc il y a un système de communication très important. Et en fait, l'adénomiose, elle va venir perturber plein de choses à ce niveau-là. Alors, déjà, on a vu donc, sur la physiopathe que l'hyperpéristaltisme, la pression intracavitaire va entraîner en fait une baisse du transport des gamètes. Donc on va avoir des spermatozoïdes qui vont avoir plus de mal à remonter au niveau des trompes. L'ovule fécondé et l'embryon vont avoir plus de mal à retourner dans l'utérus. Ensuite, on a effectivement ce côté cellules inflammatoires, stress oxydatif qui vont être défavorables sur l'embryon et sur l'implantation. Et au niveau de l'endomètre, on a vu la perturbation de la production des stéroïdes sexuels avec à la fois l'hyperœstradiolémie et la perturbation des récepteurs à la progestérone. Au niveau une baisse des microvilli au niveau de l'embryon, une baisse des marqueurs d'implantation, une baisse des molécules d'adhésion
Et on voit aussi qu'il y a une embryotoxicité, donc il y a une toxicité sur l'embryon de l'adénomyose et une altération des gènes de développement embryonnaire. On n'a pas d'impact sur la qualité des gamètes, donc sur le spermatozoïde et l'ovocyte, comme ce qu'on peut avoir dans l'endométriose du coup, mais on a vraiment un impact sur l'implantation de l'embryon. Et puis ce qu'on voit aussi sur la grossesse, c'est qu'on va avoir des défauts de placentation dès le premier trimestre. Donc comment ça va se traduire un peu sur nos résultats ? On a 2 grosses méta-analyses qui sont celles de Niaganakis en 2021 et Cosolino en 2022. Alors Cosolino en fait a repris les mêmes études de 2021, on en a rajouté. Donc globalement c'est une méta-analyse de 7 études prospectives et 15 rétrospectives. Et dans tout ce que je vais vous présenter, il n'y a pas d'essai randomisé. On est vraiment beaucoup sur l'étude rétrospective avec des petits effectifs, à chaque fois une centaine de patientes, qui fait que sur la méta-analyse où il y a plus de 20 études, on a à peine 1000 patientes adénomyosiques, donc sur 20 études. Donc voilà, mais ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a une baisse des chances de grossesse en AMP, le fait d'avoir de l'adénomyose. Il y a une augmentation du risque de fausse couche et on a une baisse du taux de naissance vivante. Quand on regarde un peu la localisation, ce qu'on se rend compte, c'est que ça va être surtout au niveau de l'adénomyose complète et puis l'adénomyose qu'on a vue intrinsèque. Par contre, quand on a une adénomyose uniquement extrinsèque, donc à partir de la séreuse jusqu'à peu près la moitié du myomètre, on ne va pas avoir d'impact sur les baisses de grossesse et sur le risque de fausse couche. On a une étude qui a évalué le modèle du don d'ovocytes. Donc c'est intéressant parce que le don d'ovocytes, on n'a pas du tout le facteur ovocytaire qui va être gommé par l'ovocyte de la donneuse. Alors pareil, petite étude, à peu près 200 patientes, 100 dans chaque bras. Donc c'était une étude sur des transferts d'embryons congelés chez des patientes qui avaient de l'adénomyose diffuse. Et là, pour eux, il n'y avait pas de baisse des chances de grossesse, pas de baisse du taux de naissance vivante, mais il y avait quand même une augmentation du risque de fausse couche. Le but, c'est quand même d'avoir un enfant à la fin. Donc j'ai quand même fait quelques slides sur l'impact obstétrical. Et là, on voit qu'on augmente aussi les risques obstétricaux quand on a une adénomyose, un risque augmenté de prééclampsie, d'accouchement prématuré avant 37 semaines. Alors ils avaient regardé pour les moins de 32 semaines, mais en fait, il n'y avait pas assez de patientes pour pouvoir conclure. Il y avait une augmentation du risque de malposition fœtale, d'hémorragie du postpartum, du risque de césarienne et puis de petit poids de naissance. Donc globalement, on voyait que toutes les pathologies obstétricales peuvent être augmentées. La seule chose qui n'était pas mise en évidence, c'est qu'il n'y a pas plus de mort fœtale ni de détresse de l'enfant à la naissance. Donc ça, c'est sur nos méta-analyses. Et puis ensuite, on a une petite étude où là, il n'y avait que 40 patientes adénomyosiques, où on avait un petit peu plus d'hypertension, de diabète gestationnel et d'anomalies de placement du placenta. Donc qu'est-ce qu'on en fait ? Donc c'est effectivement la question qu'on avait avant, et là c'est quand même le grand vide au niveau de la biblio. Sur la fertilité, c'est vraiment pas facile. Ce qu'on va avoir le plus de décrits, c'est vraiment les agonistes de la GnRH. Donc on en a déjà parlé juste avant, mais en gros, les agonistes vont venir bloquer l'axe gonadotrope, et ce blocage de l'axe gonadotrope va entraîner un effet hypoœstrogénique. Comme il n'y aura plus de sécrétion de gonadotrophine, la FSH et la LH vont plus aller stimuler les ovaires, et donc les oestradioles vont baisser. Et on a vu que l'hyperœstradiolémie, c'est un des mécanismes physiopathes dans l'adénomyose. Il y a eu aussi une action antiproliférative parce qu'il y a des récepteurs à la GnRH sur les lésions d'endométriose. Donc les agonistes vont aussi avoir un effet bloqueur sur la lésion en elle-même. Ça entraîne aussi une régression du relargage des cytokines inflammatoires, et ça va permettre une régression des lésions d'adénomyose et une diminution du volume utérin. Et sur ça, en infertilité, ça a été évalué, alors surtout sur nos protocoles de stimulation. Donc quand on va faire de la FIV, on a plusieurs protocoles possibles. Le principe, c'est d'avoir une molécule qui stimule et une molécule qui bloque. Et en fait, on va avoir plein de protocoles différents. Et il y a des protocoles qu'on appelle ultra longs, avec agonistes de la GnRH, où en fait on va bloquer pendant 3 mois avant la FIV en fait, le cycle du coup, donc avec 3 mois d'agonistes de la GnRH, et ensuite on fera la FIV. Et on se rend compte qu'en utilisant ces protocoles ultra longs, on n'a pas de baisse des chances d'implantation.
Par contre, quand on utilise les protocoles, ce qu'on appelle courts ou les protocoles antagonistes, là, il n'y a pas d'effet protecteur et donc on augmente à nouveau, on réduit nos chances de grossesse et nos chances de fausse couche. Donc voilà, donc ça pourrait être intéressant d'utiliser ces protocoles-là, que ce soit en FIV ou alors en tout cas pour les patientes infertiles, d'avoir peut-être des phases de blocage de quelques mois. Alors le problème de l'agoniste, c'est que comme ça bloque le cycle, il n'y a pas de grossesse possible. Mais ça peut être une phase un petit peu transitoire. Voilà. Mais la seule chose qui a été évaluée, c'est les protocoles de stimulation en FIV. Ça n'a pas été évalué en fertilité spontanée. L'autre stratégie qui a été proposée aussi, c'est faire du freezole. Alors, qu'est-ce que c'est un freezole? Donc, vous faites votre tentative de FIV, vous allez stimuler votre ovulation, récupérer vos ovocytes, créer des embryons. Et en fait, le freezole, ça va être, au lieu de faire un transfert embryon frais, on va venir ne pas faire ce transfert et on va congeler les embryons. Donc faire en fait en 2 temps. Et de faire ce deuxième temps, ça va permettre, parce que la FIV en elle-même, l'hyperstimulation, entraîne aussi une hyperoestradiolémie qui pourrait être défavorable du coup sur l'implantation chez les patientes adénomyosiques. Donc ce qui permettrait de créer ces embryons, les mettre de côté, puis faire un transfert d'embryons congelés avec un blocage par agoniste de la GnRH, pour arriver du coup sur un endomètre qui est plus bloqué, moins stimulé et plus naturel du coup. Et donc là, ce qui a été évalué, c'est effectivement, alors c'est pareil, une petite étude prospective sur à peu près 200 patientes. C'était des transferts d'embryons congelés en ce qu'on appelle cycle substitué, où on avait bien fait ce blocage par la GnRH, les agonistes de la GnRH, au moins 1 mois avant le transfert. Et en faisant cette proposition-là, ils augmentaient quand même leur taux de grossesse évolutive et de naissance vivante en, du coup, séparant le transfert frais et en faisant en 2 temps. Ce qui a été évalué aussi, c'est la place du DIU lévonorgestrel. Donc, parce que pareil, on a vu qu'il y a un impact sur l'adénomiose. Et donc là, c'est une étude rétrospective, je vous dis tout ça, c'est des toutes petites études, mais où on va faire un pré-traitement par DIU pendant 3 mois, donc les 3 mois qui précèdent la FIV. Et où, là c'est pareil, donc ils mettent le DIU 3 mois, ils le retirent, ils enchaînent sur la tentative. Là c'était des transferts frais. Et il y avait une augmentation des taux de grossesse. Par contre, le taux de naissance vivante, qui est le taux qui nous intéresse le plus, parce que ce qui compte c'est ce que je vous l'ai dit, d'avoir un enfant vivant à la maison, n'était pas évalué. Alors là, on arrive sur des choses un petit peu plus, moins conventionnelles. Donc ce qui a été évalué aussi, c'est les perfusions d'intralipides. Donc les intralipides, c'est des lipides qui vont en fait avoir des actions immunomodulatrices et anti-inflammatoires. Donc là, c'était sur des transferts d'embryons congelés, pareil, sous traitement avec agoniste de la GnRH. Et en gros, ils ont fait une perfusion 1 mois avant, 24 heures avant le transfert et 7 à 10 jours après. Ils l'ont comparé à un groupe contrôle et ils ont comparé à un 3e groupe avec des corticoïdes. On se posait la question tout à l'heure. Et là, on voyait une augmentation du taux de naissance vivante avec les intralipides. Par contre, les corticoïdes seuls, donc si on faisait TEC sans rien versus corticoïdes, il n'y avait pas d'amélioration des chances de grossesse. Et puis tout le reste, ça n'a pas été étudié dans le cadre de la fertilité. Donc les AINS, la contraception œstroprogestative, donc le fait de faire des blocages par COP, parce que du coup effectivement si on met une COP elle va pas pouvoir tomber enceinte, mais d'avoir ce pré-traitement, en tout cas dans l'adénomiose ça n'a pas été évalué, ni les macro ni microprogestatifs, les inhibiteurs de l'aromatase, les modulateurs sélectifs des récepteurs à la progestérone, tout ça n'a pas été évalué. Voilà. Et puis au niveau des traitements chirurgicaux, alors là je ne vais pas en parler beaucoup parce qu'en fait on a très peu d'études vraiment prospectives, on a plus des cohortes où on va tester une technique chirurgicale et puis voir s'il y a des grossesses ou pas, mais il n'y a pas d'études comparatives. Ce qui est vraiment en train d'être mis en place, on en a parlé juste avant, c'est effectivement les ultrasons à haute densité, donc on va avoir une électrocoagulation des lésions adénomiosiques. C'est intéressant sur les formes focales. Et là, on a 3 cohortes qui montrent qu'il y a quand même à peu près 40% de chances de grossesse après. Donc, on rattraperait quasiment la fertilité naturelle. Mais c'est uniquement dans les formes focales, sur une forme diffuse. Voilà. Mais je crois qu'on va en reparler juste après. Donc voilà, les limites de tout ça, c'est que voilà, on a peu d'études prospectives, on a largement des études rétrospectives entre 100 et 200 patientes, donc on a quand même un manque de puissance.
Sur le diagnostic, on a des études où il y a juste l'écho, des fois l'IRM, des fois les deux, et on n'a pas les études ne vont pas coter si c'est des formes diffuses, des formes focales, et du coup, on a un vrai manque de puissance dans la définition de l'adénomyose. C'est pas toujours précisé non plus s'il y a une association avec l'endométriose. Quand on va sur les études sur la FIV, alors là c'est pareil, sur l'âge des patientes, la durée d'infertilité, les embryons, en fait on a plein de choses qui ne sont pas forcément expliquées non plus, qui ne sont pas forcément détaillées, donc en fait on a plein d'autres biais possibles. Et puis surtout, on n'a pas d'essai randomisé contrôlé. Et donc là, ça devrait arriver. On a un essai en Angleterre avec une fin d'inclusion sur 2024 et en Italie 2025 sur justement les pré-traitements qu'on pourrait utiliser en FIV, voire vraiment sur l'impact réel sur nos chances de grossesse en AMP. Donc voilà. Donc en conclusion, l'adénomyose, ça c'est prouvé que ça altère les capacités de conception et les capacités d'implantation de l'embryon. On a une baisse des chances de grossesse, une augmentation du risque de fausse couche. On a des risques obstétricaux et néonataux. On a peu d'effets prouvés des traitements en dehors des agonistes de la GnRH, où là on voit qu'un pré-traitement par agoniste pourrait avoir un effet positif. Et donc, on a besoin d'études de plus grande puissance, mais qui ne sont pas faciles parce que, avec toutes les subtilités que je vous ai dit. Voilà, je vous remercie. Merci Est-ce que Florence. vous avez des questions? Oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le public? Moi, j'en ai une déjà. Moi, ce qui me questionne, c'est le diagnostic déjà de l'adénomiose. Parce que chez ces patientes, ce n'est pas tout à fait les mêmes qu'on a vus avant. Souvent, il y a un diagnostic d'adénomiose chez des patientes qui sont paucisymptomatiques, voire asymptomatiques. Et c'est des patientes qu'on va étiqueter adénomiose sur un bilan d'infertilité. Elles vont se plaindre ni de ménorrhagie, ni de douleur pelvienne. Et on va avoir une écho dans le dossier de la patiente qui va dire adénomiose. Donc, c'est toujours un peu questionnant. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est exactement ça. C'est exactement dans les études. En fait, elles sont étiquetées adénomiose, mais ce n'est pas le point d'appel initial. Est-ce que c'était l'infertilité ou est-ce que c'était des symptômes Alors, est-ce que justement, tu avais montré un pourcentage énorme, là, 30% des patientes qui consultent pour infertilité ont de l'adénomiose. Chez ces patientes-là, il y a eu un diagnostic IRM, il y a eu un diagnostic échographique. L'un ou l'autre. C'était écho ou IRM et ou. Ouais, c'est-à-dire que dans les cohortes qui décrivent ça, alors moi ça m'a paru énorme aussi, 30 à 40%, parce que c'est pas non plus nous notre quotidien, ça ferait une patiente sur 3 qui a de l'adénomiose, on voit pas ça nous dans notre clinique. Mais du coup il y avait un diagnostic écho ou IRM et ou les deux. Mais c'est pareil, du coup les études de prévalence, elles sont biaisées parce que c'est dans la population infertile et du coup, et c'est pas décrit justement, ça décrit qu'elles sont infertiles, mais ça va pas décrire les symptômes de l'adénomiose du coup. On n'a pas d'études où on va aller plus loin dans la symptomatologie de la patiente. Quand c'est associé à l'endométriose, finalement, c'est plus facile. C'est ça. On imagine bien qu'il peut y avoir de l'adénomiose associée, mais là, chez ces patientes infertiles asymptomatiques, c'est un peu plus compliqué. Je pense que c'est encore un phénotype à part. Ouais. Du coup, est-ce qu'il y a plus... Pardon Florence, mais du coup, est-ce qu'il y a plus de grossesse chez les patientes qui sont paucisymptomatiques, chez qui on a découvert l'adénomiose juste dans le cadre du bilan d'infertilité et qui, par ailleurs, ne se plaignaient de rien du tout Et bien ça, en fait, on n'a pas la distinction. C'est-à-dire que dans les études qu'on a, on est tout de suite en PMA, en fait. On n'a pas trop des études au début, c'est-à-dire je fais mon bilan d'infertilité, je classifie un peu l'adénomiose et je vois ce que ça donne après. C'est plus vraiment après, quand on a une adénomiose avérée, qu'on va voir entre diffuse, focale, où là, on peut dire que globalement, la diffuse et l'intrinsèque augmentent le risque d'infertilité, mais juste sur une écho, ça, on n'a pas bien le risque d'infertilité sur une adénomiose un peu paucisymptomatique. Donc, pas de questions dans le public. Eh bien, merci Florence. Merci. Décidément, je vois pas les questions. Si, on a une question avant que tu partes. Hein? On a une question. Ah, oui, allez-y. Oui, c'est bon, on entend. Je suis une médecin de l'hôpital de Metz et j'ai une question du coup pour ces patientes qui sont
chez lesquels on découvre l'adénomiose sur le bilan d'infertilité ou à l'hystéroscopie avant de faire une tentative, et chez qui on ne l'avait même pas forcément vu à l'échographie. Est-ce que vous allez tout de suite vous orienter sur des protocoles agonistes ultra longs ou avec des TEC en inhibé substitués qu'on fait finalement parfois plutôt en deuxième intention, ou on laisse la chance d'un transfert en cycle spontané ou d'un protocole antagoniste classique? Oui, moi je pense que sur celles qui sont paucisymptomatiques, où on a une adénomiose qui n'était pas connue d'avant, qu'on découvre sur un bilan et qui est là, on peut essayer nos protocoles classiques et passer sur de l'ultralong ou faire un frisol avec TEC-THS plutôt sur des échecs d'implantation, ou avoir plutôt cette stratégie-là, surtout si elles sont jeunes, qu'elles ont un bon bilan. Voilà, il y a d'autres choses aussi dans le bilan d'infertilité qui vont peut-être compenser l'adénomiose paucisymptomatique. Après, c'est vrai que la grosse adénomiosique, pour le coup, en première intention, peut-être maintenant on pourrait aussi tester ces protocoles ultra longs, mais au final, ça va être peu de patientes. Oui. On va vraiment avoir une adénomiose diffuse, importante, chez une femme jeune. Merci. Merci. Ce qui est copié d'ailleurs sur les protocoles de l'endométriose en fait. C'est les mêmes protocoles que l'endométriose. C'est une des seules choses d'ailleurs qui ressort dans la littérature, c'est de mettre un agoniste dans les transferts d'embryons congelés avant de préparer les transferts d'embryons congelés. Merci. Merci Florence. Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Philippe, qui nous fait l'amitié de venir de Lyon. Donc, vous avez entendu parler dans les différents topos des traitements mini-invasifs, on va dire. Donc, le docteur Philippe va nous en dire plus. Bonjour à tous, merci pour cette introduction. Merci au professeur Amana pour l'invitation et à l'ensemble du comité d'organisation. Je me tiens une petite habitude que j'aime bien de venir ici en voisin pour voir un petit peu ce qui se construit, parce que c'est une belle aventure de créer ces réseaux, et puis on est toujours friand de bonnes idées, puis on voit qu'une belle journée réussie, c'est souvent quelque chose d'assez stimulant pour tout le monde. Bon, effectivement, on dit merci, puis après on dit quand même que c'est difficile, l'adénomiose, on n'aime jamais trop en parler, et je pense qu'on a déjà commencé à dire pourquoi. C'est un sujet difficile sur lequel on n'est pas très bon, on ne sait pas grand-chose de l'adénomiose, on ne sait pas vraiment ce que c'est, on ne sait jamais le lien entre la jeune fille de 17 ans qui a mal avec son IRM normal, qui a peut-être une contraction. Il faudrait peut-être la refaire, mais en même temps, déjà qu'on s'est dit qu'on n'avait peut-être pas dû la faire au départ, est-ce qu'il faut la recontrôler 3 mois plus tard? Toutes ces choses-là, c'est la vraie vie, et c'est pas la vraie vie de gens qui ne savent pas, c'est la vraie vie de tout le monde, et on a beau en voir beaucoup, on se pose toujours les mêmes questions. Moi, franchement, je ne saurais pas vous dire exactement ce que c'est que l'adénomiose. Alors, je suis très intéressé par les propositions qu'on nous montre, mais je me dis, tiens, c'est intéressant, et je trouve aussi intéressant la proposition d'Émilie de se dire aussi, c'est important à d'un moment d'avoir de s'approprier une hypothèse, une façon de voir les choses, et puis de s'y caler un petit peu, de manière à ce que votre discours soit convaincant aussi. Et puis il faut aussi se laisser une petite place pour que dans 5 ans, peut-être ça évolue, parce que d'autres publications viendront balayer tout ce qu'on croit aujourd'hui. Et ça, c'est assez intéressant aussi. Et voilà, je pense que donc il faut savoir de quoi on parle quand on parle d'adénomiose. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est quelle est la question qu'on nous pose quand on nous demande un traitement? Et ça, je pense que principalement, on l'a un petit peu évoqué. Est-ce que c'est des douleurs et des saignements d'un côté? Est-ce que c'est une problématique de fertilité, que ce soit l'infertilité ou simplement le fait d'avoir un désir de grossesse plus tard? C'est une deuxième question. Et ça va vachement influencer les traitements qu'on va pouvoir proposer, qu'ils soient médicaux, chirurgicaux ou un petit peu entre les deux. C'est ce que je vais vous dire là. Alors, comme je n'ai pas trouvé grand-chose dans la littérature, je vais, de manière un peu narcissique, vous parler beaucoup de ce qu'on fait nous, mais peut-être pour vous donner aussi des idées de ce que vous pourriez faire vous, ou faire vous avec nous. Et voilà, sans prétention pour dire qu'on transforme le monde, on est souvent sur des petits case reports dans la littérature, et on n'est pas beaucoup plus avancé de notre côté. Mais voilà, il y a des propositions, mais en tout cas, pour l'instant, si les patientes vous en parlent, il n'y a rien de magique, bien sûr, parce que on l'a dit tout à l'heure, dès qu'il y a une adénomiose qui est interne et diffuse, c'est celle où surtout il ne faudrait peut-être pas trop y toucher chirurgicalement, et c'est celles qui ont le plus d'impact sur la fertilité. Et dès qu'elles sont un petit peu externes et si possible loin de l'endomètre, alors là on a tout de suite envie d'y toucher et c'est génial, mais en fait ça n'a pas beaucoup d'impact. Donc bref, désolé de casser directement mon topo, mais je vais essayer quand même de vous dire qu'il y a des... Alors ça ne marche pas le truc pour passer les diapos, on va le faire à la main. Alors, du coup, l'adénomiose, j'avais fait une petite introduction, mais elle était déjà bien introduite sur l'adénomiose, c'est les cellules de l'endomètre dans le myomètre. Jusque-là, à peu près, on est tous d'accord. C'est intéressant quand même de se dire que c'est une définition anapath.
C'est-à-dire que si vous prenez un morceau d'utérus et que vous le donnez à votre anapathe, il va vous dire que c'est de l'adénomiose, mais il n'a aucune façon de vous dire, si vous lui donnez juste une petite biopsie, si c'est de l'adénomiose interne et externe. En tout cas, aujourd'hui, l'adénomiose, elle est simplement définie par la présence de cellules endométriales dans le myomètre, sous-entendu un petit peu à distance de là où elle est censée se trouver. Et du coup, quand vous faites une résection d'un petit nodule du torus uterinum, par exemple, il y a des cellules musculaires lisses de l'utérus, il y a de l'endomètre, c'est de l'adénomiose. Et du coup, forcément, que quand on se base sur ce qui peut être la pureté absolue du diagnostic d'adénomiose, qui serait l'anapathe, au final, l'anapathe ne peut pas vous distinguer l'adénomiose externe, qui est en fait de l'endométriose posée sur l'utérus, de l'adénomiose interne, qui est sûrement quelque chose de plus complexe. Et on l'a dit, parfois c'est associé, la vraie adénomiose interne et la vraie endométriose de l'utérus. Donc bon, tout ça pour dire qu'il y a plein de formes, que ces formes-là, c'est probablement extrêmement important de les considérer pour choisir le traitement, mais comme toutes les études ont du mal à les trouver, elles finissent par les mettre dans un grand sac qui s'appelle adénomiose, et puis en plus, dans ce grand sac-là, il y en a qui sont décrites à l'échographie avec des critères qui sont discutables, l'IRM décrit à l'IRM avec des critères qui sont discutables, et au final, si vous voulez faire un truc extrêmement pur, vous avez 2 patientes, et si vous voulez mettre tout le monde dedans, en fait, au final, vous avez de l'adénomiose profonde, enfin de l'adénomiose interne de la dame de 40 ans qui est venue avec son IRM, mélangée avec une endométriose profonde, avec une lésion rectale qui a un petit peu d'adénomiose externe sur son torus, quoi. Donc tout ça pour dire que du coup les études sont extrêmement discutables, en plus d'être peu nombreuses et d'être rétrospectives en général. Alors si ça marche, non ça marche dans le mauvais sens, voilà. Hop, il y avait des photos, désolé. Moi je les voyais, pas vous. Un bel utérus adénomiosique qui ne donne pas forcément la cause. Donc ensuite, l'adénomiose et les traitements, je vais passer vite, Émile l'a déjà fait. Je pense que vraiment la question, est-ce qu'il y a un projet de grossesse ou est-ce qu'il n'y en a pas, c'est déjà un bon départ. Parce que si une dame a 45 ans, 4 enfants, la problématique, quand on est le gynécologue qui la reçoit, elle est toujours un petit peu plus détendue que quand c'est une dame de 25 ans qui va peut-être se marier l'année prochaine et puis qui après se dit qu'elle voudra peut-être un enfant dans 3-4 ans et qui débarque à la consultation avec une énorme adénomiose symptomatique, par exemple, et puis en plus un utérus qui a l'air d'être déjà un petit peu cabossé. Donc ça, c'est clairement la première distinction qu'il faut faire dans la consultation pour pouvoir aider la patiente. Alors quand la patiente n'a pas de projet de grossesse actuellement, enfin qu'elle n'est pas en projet actuellement, mais qu'elle a un projet de grossesse dans le futur, la meilleure des recommandations que je pourrais vous faire, c'est essayer de ne pas abîmer l'utérus et puis essayer de protéger l'utérus à long terme, et ça revient un petit peu à ce qu'on fait dans l'endométriose. Et donc plus vous allez bloquer la prolifération de l'endomètre, moins il y aura de règles, peu importe les mécanismes dont ça se passe, moins il y aura de règles, moins il y aura de stimulation, plus il y aura d'atrophie endométriale, et moins ça va progresser, voire même ça peut s'améliorer. C'est un petit peu ce que montrent les études sur la fertilité. Donc bloquer les règles, ça doit rester quand même le mantra absolu, que l'on soit dans l'adénomiose ou dans l'endométriose. Alors après, les différentes méthodes, on en a déjà parlé. S'il n'y a plus de projet de grossesse, alors à ce moment-là, on peut aller se dire que, in fine, on peut rassurer la patiente en disant de toute façon, au pire, si on fait une hystérectomie, ça devrait régler le problème. Et puis, il y a quand même un certain nombre de choses qu'on peut faire entre maintenant et l'hystérectomie qui pourraient vous épargner cette chirurgie lourde. Et puis après, il y a tout un débat sur l'image corporelle que représente l'hystérectomie, qu'il ne faut pas rendre anodin, et c'est tout un débat intéressant. Mais c'est vrai que ce n'est pas tout à fait la même chose de préserver une hystérectomie pour l'image corporelle en général que pour préserver pour une grossesse derrière, parce que du coup, on peut se permettre de un petit peu moins préserver la cavité endométriale. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je vais redétailler, désolé, je fais toujours dans le mauvais sens, les autres études. Et puis, l'endométriose associée, c'est important parce qu'une patiente qui vient avec des douleurs de règles, c'est pas parce qu'elle a 45 ans et que c'est la première fois que vous la voyez que forcément c'est de l'adénomiose et qu'il ne pourrait pas y avoir une grosse endométriose associée. Donc ne pas aller non plus trop vite à la conclusion. Et ce que souvent beaucoup de chirurgiens ont fait dans nos époques plutôt plus anciennes, c'était de se dire une dame qui vient avec des saignements et des douleurs à 45 ans, c'est une adénomiose, on lui fait une hystérectomie. Et là, mauvaise surprise parce qu'on tombe sur une atteinte rectale qui n'a pas été bien diagnostiquée au préalable et ça change complètement la démarche. Donc il faut quand même être alerte et garder à l'idée qu'il faut penser à l'endométriose. Et puis la place de l'embolisation des artères utérines, je remercie Émilie d'en avoir parlé parce que moi je n'avais pas trop envie d'en parler dans ce topo-là. Mais donc, voilà, c'est probablement entre les deux, est-ce que c'est conservateur ou est-ce que c'est radical, c'est un débat, mais finalement la limite est quand même assez floue. Donc ensuite, quand il y a un vrai désir de grossesse,
y a peu ou pas de traitement qui soit aujourd'hui valable et rassurant. L'abstention thérapeutique, c'est une bonne chose. Si la patiente elle a juste eu un petit peu d'adénomiose vue sur une échographie, pas de panique. Si elle n'est pas encore en infertilité, elle peut tenter de tomber enceinte. Et puis ensuite, penser à la MP précoce, le bilan ne doit pas retarder la prise en charge, il vaut mieux le commencer un petit peu en avance. Si en plus on tombe sur d'autres cofacteurs d'infertilité, à un bout de moment ça peut commencer à faire beaucoup, surtout si la patiente a mal et que les choses ont l'air de s'aggraver. Il y a des traitements médicaux préconceptionnels qui peuvent être intéressants. On a parlé des protocoles longs et des agonistes. On peut aussi simplement, quand on est un petit peu dans cette fenêtre où le projet de grossesse il commence à émerger mais qu'il n'est pas encore prêt, il n'est pas trop tard pour commencer un traitement, parfois un petit peu fort, pour essayer justement d'assécher un petit peu l'adénomiose et de réaugmenter la fertilité, qu'elle soit spontanée de manière intellectuelle ou un peu mieux démontrée dans la FIV. Et puis la chirurgie, quand il y a un projet de grossesse, la chirurgie des lésions d'adénomiose de l'utérus, d'endométriose de l'utérus, elle peut avoir un bénéfice quand il y a déjà une infertilité, comme ça est un petit peu suggéré assez fortement qu'une patiente infertile, en particulier si elle a déjà fait une FIV ou deux et qu'elle a des lésions d'endométriose, qui plus est sur l'utérus, le fait de les enlever pourrait augmenter assez significativement les chances de grossesse, aussi bien spontanée que de réponse en FIV, même si c'est avec beaucoup de guillemets qu'il faut le mettre. Il y a un bénéfice donc qui reste discuté. Et puis le risque obstétrical ne doit pas être négligé, parce que quand on parle d'endométriose de l'utérus, on parle souvent de lésions du torus ou d'adénomiose postérieure. Et on est en train de publier, c'est en review actuellement, une étude qui est quand même un petit peu inquiétante sur l'amincissement du segment postérieur dans ces chirurgies qu'on a un petit peu trop fait radicalement au départ, et que quand on se retrouve avec un utérus complètement aminci, on se retrouve finalement avec une espèce d'ismocèle postérieur. Et nous on n'a pas réussi bien sûr sur une série rétrospective à démontrer l'augmentation du risque de rupture utérine, mais on est parti de quelques cas de rupture utérine pour montrer que après chirurgie d'endométriose, il y avait une diminution, d'endométriose des ligaments utérosacrés ou du torus, il y avait une diminution significative de l'épaisseur de l'isthme utérin en post-opératoire, qui devait quand même interpeller les chirurgiens et les obstétriciens sur les potentiels risques de cette technique. Donc du coup, les deux problèmes, c'est quel traitement efficace, c'est que les traitements qui marchent bien pour bloquer les règles et faire moins mal, c'est pas compatible avec une grossesse parce que ça bloque les cycles. Et que quand il n'y a plus de désir de grossesse, quand même, c'est intéressant d'essayer de se proposer d'éviter l'hystérectomie. Et c'est principalement vers ça de ça qu'on va discuter aujourd'hui, avec l'interrogation, est-ce que ces traitements qui évitent les hystérectomies pourraient permettre à certaines femmes infertiles de mieux avoir des grossesses? Et ça, moi, je mets beaucoup de warning sur cette proposition-là, parce que c'est une conclusion auquel les gens vont un peu trop vite, à mon avis. Et c'est très difficile de construire des études fiables pour randomiser les patientes qui veulent des grossesses avec des techniques qui ne sont pas fiables, puisque les comités d'éthique ne sont pas très motivés pour ça. Donc éviter l'hystérectomie, c'est intéressant. Alors qu'est-ce qu'un traitement mini-invasif? C'est aussi une question assez large. Moi, j'ai défini ça comme une technique interventionnelle, c'est quand même pas médicamenteux, donc qui vise la destruction des lésions et qui évite ou limite le nombre de cicatrices, les séquelles, l'infertilité ou la chirurgie radicale. Donc les trois candidats principaux en gynécologie quand on parle de traitement mini-invasif, c'est la radiofréquence, un courant mono ou bipolaire. Donc quand on dit radiofréquence, on parle dans les fréquences de mégahertz. Alors après, on nous dit, ah ouais, mais il y a aussi les micro-ondes. Les micro-ondes, c'est ce que vous avez dans votre cuisine. C'est un courant électrique d'ondes qui vont être de l'ordre du gigahertz, et en particulier à 2,45 gigahertz. Pourquoi? Parce que c'est la fréquence de résonance de l'eau. Et donc si vous mettez une énergie à la fréquence de résonance de l'eau, la transmission d'énergie aux molécules d'eau est beaucoup plus rapide et beaucoup plus forte, et que du coup vous avez une ébullition qui est plus rapide. C'est pour ça que c'est plus facile de chauffer de l'eau au micro-ondes que des trucs qui sont plutôt gras ou secs. Et donc du coup, voilà, c'est la seule différence, mais les micro-ondes sont des exemples de radiofréquence. Et puis après, il y a la cryothérapie, donc c'est tout l'inverse. On fait circuler un courant froid à l'intérieur d'une aiguille qui va du coup apporter du froid et détruire par le froid. Et on verra que c'est très intéressant de bien se dire que ce n'est pas équivalent, même si c'est toujours encore un petit peu intellectuel. Et puis il y a les IFU, les ultrasons focalisés. C'est l'idée qu'on apporte des ultrasons, les mêmes que les échos, mais à haute
énergie et on les focalise en un seul point, un peu comme une loupe avec le soleil, et puis ça vient chauffer à l'endroit de focalisation des rayons, et ça c'est un peu magique. On va aussi en voir quelques images. Ça c'est un petit peu notre spécialité, parce que moi je suis dans un laboratoire INSERM qui s'appelle l'APTO pour Therapeutic Application of Ultrasound. Donc la radiofréquence, donc il y en a deux applications. Il y en a une dont Émilie a déjà parlé, c'est on peut appliquer le courant directement sur l'endomètre. Si on a une patiente qui se plaint de saignement, on ne sait pas bien ce que c'est que l'adénomiose, très honnêtement. Hein. Donc, si elle vient pour des saignements, on sait que les saignements ils viennent probablement au niveau de l'endomètre. Donc, si on brûle l'endomètre, on cautérise l'utérus. Et donc, du coup, on a quand même de bonnes chances d'avoir des effets. Et puis, en plus, comme ça brûle les premiers millimètres aussi du myomètre, ça brûle aussi probablement les premiers millimètres de l'adénomiose interne. Donc, si vous avez une adénomiose interne, qu'elle soit localisée ou diffuse, qu'elle n'est pas trop profonde, il y a aussi quand même un intérêt intellectuel à utiliser cette technique d'endométrectomie. Alors moi, je parle de NovaShow parce que c'est sur ça qu'on avait fait notre étude, mais ça marche probablement avec les autres techniques, même si probablement que il y a d'autres études qui avaient été publiées qui montrent que c'est peut-être un petit peu moins efficace sur les techniques à ballonner de première génération. Maintenant, il y en a des tas de nouvelles qui se développent, tous les laboratoires veulent avoir le leur. Nous, on avait montré quand même une très bonne efficacité symptomatique sur les saignements, mais qui avait tendance à récidiver au bout de 3 ans. Donc au bout de 6 mois, c'était assez génial, mais au bout de 3 ans, on voit quand même une réaugmentation significative. Donc on voit que il y a quand même encore un bon nombre de patientes qui sont contentes, mais on sait que ça réaugmente. Alors est-ce que c'est linéaire? Est-ce que c'est au bout de 3 ans, c'est stable? On n'a pas fait d'études plus tardives, mais c'est principalement intéressant pour une patiente qui serait plutôt sur la fin de son cycle génital et qui du coup pourrait obtenir, grâce à ces 2 ou 3 ans, de gagner la ménopause tranquillement, ou éventuellement en prévenant les patientes que si ça tient quand même 3-4 ans, peut-être que pourra se poser la question d'un nouveau traitement qui est toujours plus intéressant et plus pertinent qu'une hystérectomie, dans la mesure où en plus on peut le réaliser maintenant sous anesthésie locale et de plus en plus en ce qu'on appelle in-office, c'est-à-dire quasiment en cabinet. Alors c'est des choses qui demandent à se développer, mais je pense que c'est très à la mode. Alors les patientes qui ont de l'adénomiose, Émilie l'a beaucoup dit, elles ont aussi une tendance à l'hypersensibilisation. Il faut bien l'identifier avant, parce que si elles sont hypersensibilisées, ce n'est pas de très bonne candidate à la radiofréquence en in-office. Donc, bon. Oui, mais non, surtout les patients qui saigneraient, mais qui n'auraient pas trop de douleur. En tout cas, c'est intéressant. En tout cas, ce n'est pas un traitement conservateur, bien sûr, à proscrire à toute patiente qui aurait un souhait de grossesse, même si, théoriquement, il faut proposer une contraception avec ces techniques, parce que une grossesse est possible et ça peut quand même être un peu problématique sur les problématiques d'implantation et de placentation. La radiofréquence, elle peut aussi servir à traiter au niveau musculaire, au niveau du myomètre en tout cas, avec des aiguilles qui sont celles qui ont été développées pour notamment par exemple le traitement des métastases hépatiques ou ce genre de choses. Donc c'est des grandes aiguilles qui appliquent un courant, soit monopolaire, soit bipolaire, et on peut les appliquer, les courants bipolaires, soit avec une seule aiguille. Là, vous voyez, ça c'est un zoom de la pointe de cette aiguille, et vous voyez il y a une petite zone bleue qui est en fait un isolant entre cette partie-là qui est une électrode et cette partie-là qui est une électrode. Donc déjà, rien qu'avec une aiguille, vous avez un courant bipolaire qui circule comme ça un petit peu en cercle et puis qui crée une chaleur surtout autour de la zone bleue. Et cette chaleur, du coup, une fois qu'elle est créée, elle va diffuser de manière un peu concentrique autour de l'aiguille. Et puis si vous plantez plusieurs aiguilles, il va y avoir des communications entre l'électrode 1 de l'aiguille 1 et puis l'électrode 2 de l'aiguille 2 et puis ainsi de suite. Puis ça croise comme ça et la machine découpe des temps de traitement d'une électrode à l'autre. Et puis quand l'impédance, la conductance, la résistance augmente beaucoup fortement entre deux aiguilles et que le courant ne passe plus, que c'est entre guillemets cuit, elle insistera plus sur les combinaisons qui restent, et puis quand toutes les combinaisons donnent un signal qui est d'impédance forte, on arrête le traitement. Et on peut déplacer les aiguilles à ce moment-là. Donc l'intérêt de la radiofréquence, c'est intéressant. Il y a un premier cas décrit en 2006 qui montrait que ça marchait pas mal, et puis après il y a une première étude chinoise sur 15 patientes qui montrait sous donc la radiofréquence contrôle de la cœlioscopie qu'il y avait une diminution de volume de l'utérus de 65% et une diminution significative des saignements et des douleurs. Une série chinoise ensuite de 73 cas qui montrait que quand on faisait de la radiofréquence et qu'on mettait un Mirena après, ça allait mieux. Bon.
Voilà, ça c'est le genre d'études, c'est sympa, c'est bien, mais c'est vrai que ça apporte pas grand-chose. On ne sait pas ce que le Mirena apporte par rapport à la radiofréquence. Voilà, c'est probablement intéressant, mais de quoi on parle? C'est toujours pareil. Quand vous regardez les détails de l'étude, on n'a aucun critère strict dans l'échographie. C'est soit écho, soit IRM, soit les deux. Et puis c'est très 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 vague. Il n'y a pas, il fallait qu'il y ait 3 critères parmi une liste de 4 ou un truc comme ça. C'est toujours hyper flou. On ne sait pas si on parle d'adénomiome, parce qu'on s'attendrait quand même plutôt à parler d'adénomiome, un truc focalisé pour faire un espèce de rond au milieu. Ce serait parfait. Mais non, en général, on a des petites microcryptes. Et puis il y a celles qu'on voit à l'IRM. Là, on fait plutôt sous traitement échographique, voire sans contrôle échographique. Donc on ne sait même pas trop où on met l'aiguille. Et alors imaginez les petites lésions d'adénomiose qui sont invisibles à l'œil nu, c'est impossible de les cibler toutes. Donc quand même, moi je suis perplexe vis-à-vis de ces traitements-là qui sont finalement qu'une extension du traitement précédent, sauf qu'au lieu de se mettre au niveau de la cavité, on se met dans le muscle et là on brûle un petit peu tout, peut-être pour aller plus profond, mais en tout cas probablement pas pour préserver l'utérus. Surtout que l'utérus c'est du muscle et que les muscles c'est très très sensible à la chaleur, ça le détruit beaucoup. Alors nous on a fait de la radiofréquence au départ, on s'en est servi dans les endométrioses de paroi. J'ai vu qu'on parlerait plus tard d'endométriose de paroi avec la cryothérapie. C'est surtout dans cette étude-là, nous, qu'on s'est rendu compte que le muscle, il n'aime pas du tout la chaleur. Et les muscles striés, ça fait des éventrations également quand on brûle l'intégralité du muscle avec la radiofréquence. Donc c'est quand même quelque chose dont il faut se méfier pour le muscle en général. Et puis, on a publié, là c'est accepté pareil de la semaine dernière, notre série de myolyse par radiofréquence sous contrôle cœlioscopique et échographique sur des fibromes. Où pareil, là on a pu expérimenter à quel point c'est déjà difficile de traiter des fibromes. Alors quand on traite des lésions d'adénomiose qui sont plus dures à cibler, j'imagine que sur le principe on est prêt à pouvoir lancer ça, mais en paire opératoire ça doit quand même être quelque chose d'assez... ça doit rendre un peu perplexe le chirurgien. Alors la cœlioscopie c'est aussi intéressant parce que du coup au moins on peut écarter les anses grêles et être sûr qu'on ne les brûle pas, mais du coup la mini-invasivité du geste est discutable parce qu'on est quasiment en place de ce qu'on ferait quand on ferait une hystérectomie par exemple. Donc les patientes, aujourd'hui les hystérectomies elles sortent à J0 ou à J1, au final la question c'est est-ce qu'on est vraiment mini-invasif, c'est une autre question. Alors, les suites sont forcément pas les mêmes, on est d'accord, mais les risques théoriques sont quand même pas anodins quand on commence à brûler à l'aveugle dans la cavité. Ensuite, la cryoablation, donc pareil, on fait avec le froid, donc on peut faire la même déclinaison. Est-ce qu'on fait du froid sur l'endomètre? C'est intelligent quand une patiente saigne surtout. Quand elle a mal, ça marche probablement aussi un peu. Et puis on a des cryoprobes qui sont des aiguilles comme les aiguilles de radiofréquence, donc vraiment la même analogie, avec pour l'instant encore très peu d'études. Une étude américaine, donc Clarity, donc, qui est l'espèce de Novachur froid, 201 patientes, 86% de succès clinique, en particulier sur l'aménorrhée. Je signale juste qu'on n'est pas dans l'adénomiose, mais dans les saignements utérins anormaux, dont probablement une certaine partie sont des adénomioses de fin de cycle hormonal. Donc voilà, mais c'est toujours un petit peu discutable. Mais finalement, je trouve ça beaucoup plus honnête intellectuellement de parler de saignements utérins anormaux que de parler d'adénomiose quand on n'a pas de critères stricts. Et les Bordelais, donc l'équipe de Marcelin et l'équipe de gynéco de Bordeaux, ont fait un case report très récent, ça date de mars 2024. Alors, ça, c'est l'étude qui montre que les patientes sont améliorées par les techniques destructives. Et l'équipe bordelaise donc, utilise exactement la même technique que nous en cœlioscopie, mais avec de la cryothérapie. Donc ça fait comme un espèce de gros glaçon sur l'utérus, un peu quand même, soyons honnêtes, un peu à l'aveugle. Et puis on voit les glaçons apparaître à l'échographie. Voilà un petit peu le processus. Ça ressemble c'est très proche de ce qu'on fait en radiofréquence. Par contre, il faut quand même se dire que déjà les aiguilles coûtent quasiment le même prix que les aiguilles de radiofréquence, c'est-à-dire plutôt autour de 500 voire 1000 euros l'aiguille, et qu'en plus de simplement les aiguilles qui sont le seul consommable de la radiofréquence, en cryothérapie, vous avez comme consommable le gaz, l'azote liquide qu'il faut payer et qui coûte très cher. Ensuite, on passe aux IFU. Donc les IFU, pareil, je vous expliquais un petit peu. Vous prenez un transducteur, si possible un petit peu plus gros que celui de votre appareil d'écho habituel, et puis vous focalisez les rayons pour qu'en un point focal, ils se mettent à chauffer. Et ça, c'est assez magique. On le voit sur cette petite vidéo. Donc ça, c'est le JC IFU. C'est la
la machine la plus vendue dans le monde pour le traitement des fibromes en particulier, et c'est sur ça qu'il y a la plupart des études chinoises sur l'adénomiose. Et donc sur cette machine, les patients sont sur le ventre, et dans ce petit bocal là, vous avez une bassine, et dans cette bassine il y a de l'eau, et au fond de l'eau il y a le transducteur, et là vous passez là c'était le vendeur, on passe sa main, il ne se passe rien du tout, et ici sur la petite plaque, en fait vous voyez que le plastique est en train de fondre, donc ici ça fond, et là il n'y a pas de douleur. Donc ça c'est le principe un peu magique, parce que vraiment pour le coup c'est extrêmement mini-invasif, et vous tapez là où vous voulez avec un transducteur de traitement, donc qui est la zone un peu orange, et puis un transducteur d'imagerie qui est la zone un peu grise au centre, qui vous permet quand même de savoir un peu en temps réel où vous tirez. Donc sur le principe c'est intéressant. Alors une première série sous contrôle IRM, donc c'était pas la même machine, mais c'est très long sous IRM, donc ça a été abandonné. Les Bordelais ont beaucoup fait de traitement fibrome IRM, et pour l'instant c'est pas à l'avenir parce que ça coûte trop cher, ça prend trop de temps. Donc petite série, c'est pas étonnant, mais voilà, taux d'efficacité 100%. Mais alors là pareil, qu'est-ce que l'efficacité, qu'est-ce que l'adénomiose? C'est encore très vague dans toutes les études. Les études chinoises, c'est toujours un petit peu pareil, très peu de définition des cas. Les patientes vont bien derrière, tout le monde est content, mais voilà, pareil, on ne sait pas bien quel était l'objectif. Et puis de temps en temps, on nous dit qu'il y en a parmi ces 500 patientes, il y en a qui ont eu des grossesses. Voilà. Bon, c'est tout ce qu'on vous dit, et ça ne vous apporte pas grand-chose de très scientifique. Bon, il y avait le truc, je ne suis pas sûr que ce soit très pertinent de la montrer maintenant parce que je commence à dépasser pas mal de temps, c'est ça? Non, je ne sais plus, non, ça oui. Donc bon, voilà, c'était pour vous montrer comment ça se passait, mais je vous l'ai décrit. Voilà, donc nous, sur la conclusion, nous sur les IFU, on a l'expérience surtout principalement sur l'endométriose rectale, donc ça c'est un petit peu notre expertise et c'est sur ça qu'on bosse sur le labo. Donc là aussi, on a fini notre inclusion de notre étude de phase 3 qu'on espère publier. La deuxième a été acceptée aussi très récemment. Et notre étude de recherche, c'est de dire notre sonde qui traite l'endométriose rectale, elle pourrait aussi traiter les adénomioses postérieures, principalement torus, ligaments hétérosacrés, les adénomiomes postérieurs. Donc on y réfléchit, on a des idées de projet là-dessus. Et pour les adénomioses antérieures, dans notre laboratoire, on développe une sonde aussi, qui ne serait pas une sonde chinoise, mais une sonde française, qu'on pourrait plutôt utiliser à la main, sous contrôle échographique. Donc ça, c'est des projets qu'on a actuellement. Pour vous dire, vraiment, on en est encore là, à développer de nouvelles sondes. Donc on en est quand même très très loin de traitements qui nous permettraient en particulier, ce qu'on aimerait beaucoup, de pouvoir augmenter les chances de grossesse des patientes ou préserver la fertilité. Mais franchement aujourd'hui, soyez très très méfiants vis-à-vis de ces techniques parce qu'elles détruisent le myomètre, elles détruisent l'endomètre et que ça c'est pas tout à fait compatible avec les grossesses et donc c'est quand même la principale difficulté de cette maladie, c'est qu'elle touche l'intérieur de l'utérus qui est quand même le lieu où vont se passer les grossesses, quoi. Donc quand on veut éviter les hystérectomies, là c'est là qu'on est le meilleur. L'endométrectomie c'est très intéressant, c'est facile à faire, c'est en ambulatoire et ça marche quand même bien. Quand ça ne marche pas, on a longtemps proposé l'hystérectomie. Il y a quand même une vraie question, embolisation des artères utérines avant, après l'endométrectomie, en tout cas avant l'hystérectomie, c'est quand même une alternative aussi très intéressante. Il y a cette étude dont on parlait tout à l'heure, qui est à l'instigation du professeur Brun des Bordelais, qui va comparer endométrectomie, embolisation des artères utérines et hystérectomie dans cette indication principalement des saignements anormaux de 40-50 ans, quoi. Et puis quand on est dans la préservation, donc la place des traitements mini-invasifs, ça reste un point d'interrogation. Préserver la fertilité et limiter les risques obstétricaux. Voilà aussi beaucoup de guillemets. La radiofréquence, c'est un candidat intéressant, mais attention au muscle qui est très fragile et qui est vite abîmé par la chaleur. Et puis on évite sur des trucs qui deviennent assez invasifs quand on fait de la célioscopie. Et par voie vaginale, ça se développe, mais moi personnellement, ça me fait un petit peu peur. Les IFU, c'est le plus mini-invasif, donc on pourrait imaginer faire des toutes petites doses, un petit peu sur tout l'utérus, qu'on renouvellerait régulièrement, puisque la patiente, elle arrive en vélo, elle repart en vélo, donc pour le coup, on pourrait imaginer des petits traitements très légers qui ne fassent pas trop monter la température, en espérant trouver une température qui détruirait l'endomètre et pas le muscle. Et la cryothérapie, moi je trouve que c'est vraiment très très pertinent dans endométriose et adénomiose, parce que ça détruit l'endomètre, c'est sûr. Et probablement, vous avez vu dans tous les trucs, quand les joueurs ils se roulent par terre, là, ils leur mettent la bombe de froid et tout ça, parce que c'est quand même plutôt un truc qui est plutôt bon pour le muscle. Quand vous avez une blessure musculaire, il faut mettre de la glace et ce genre de choses. Le muscle, il tolère bien le froid. Et la cryothérapie est probablement un peu protectrice sur le muscle. Et c'est donc c'est probablement quelque chose qui permettrait de détruire l'endomètre sans détruire le muscle. Et moi, je pense que c'est très pertinent pour la suite. Et je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas trop dépassé.
fais un peu de publicité pour le DU d'endométriose. Je reconnais quelques anciens étudiants studieux, et puis aussi un petit peu de pub pour la SCGP. Voilà, je suis venu en voisin, venez en voisin, vous êtes les bienvenus à Lyon. Donc la SCGP est organisée à Lyon les 4, 5, 6 septembre. On parlera pas mal d'endométriose. Il y aura des discussions avec les Suisses aussi, donc pareil, pour que les voisins nous disent un petit peu leur avis. Et puis pour les plus jeunes dans la salle, jetez-vous rapidement sur les inscriptions des junior masterclass de la SCGP qu'on organise la veille du congrès, donc c'est-à-dire le 3 septembre à l'école de chirurgie de Lyon. Voilà, il y aura des ateliers robots, des ateliers sur cadavres avec le SimLife. Voilà, il y aura plein de trucs chouettes. Les places sont limitées, plutôt pour les vieux internes. Voilà. C'était les petites pubs. Je ne sais pas s'il y a des questions, si j'ai le temps ou si j'ai trop dépassé, mais on va prendre le temps. Merci. Merci pour ce topo. Et puis on va passer aux questions si on a. Avant la pause. Même moi, de toute façon, les questions... Tout le monde veut faire la pause. Voilà, tout le monde veut faire la pause. Bon, bah, écoutez, vous pouvez aussi poser les questions à la pause, et puis bon congrès.